La Covid-19 est à l'Élysée. Emmanuel Macron est testé positif. Le président français est déjà en isolement. Un miraculé du rapt des collégiens à Katsina au Nigeria a pu rejoindre ses parents. Grâce à lui, on peut retracer la scène de l'enlèvement. En RDC, les pro-Kabila ne s'avouent pas encore vaincus. Une bataille judiciaire s'annonce après la destitution de la présidente du Parlement. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Le président français Emmanuel Macron a été testé positif au Covid-19 ce jeudi et s'isole pendant 7 jours comme le Premier ministre Jean Castex, considéré comme cas contact. Le chef de l'État français devra s'isoler pendant 7 jours après avoir été testé positif au coronavirus. Il continuera de travailler et d'assurer ses activités à distance, a annoncé le palais présidentiel de l'Élysée. Son voyage au Liban prévu mardi et mercredi est donc annulé, a précisé l'Élysée. Il devait y passer un réveillon avec les militaires français de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, et rencontrer de nouveau les dirigeants libanais. Le Premier ministre Jean Castex, cas contact du chef de l'État, se place en conséquence à l'isolement, bien qu'il ne présente aucun symptôme de la maladie, ont annoncé ses services. Lui qui devrait présenter au Sénat ce jeudi la stratégie vaccinale du gouvernement, comme la veille à l'Assemblée, a appelé le président du Sénat pour s'excuser de son absence. L'épouse d'Emmanuel Macron, Brigitte, ne présente aucun symptôme, a précisé son cabinet. Elle a été testée négative au Covid-19 mardi avant d'effectuer une visite dans un service pédiatrique de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et la hausse des cas de Covid-19 de plus en plus inquiétante en Afrique du Sud cette fois-ci. Le pays a dépassé la barre de 10 000 cas positifs en 24 heures, atteignant 21% de positivité au test Covid, selon le ministre de la Santé dans un communiqué mercredi soir. Précision. Plus de 10 000 nouvelles contaminations en 24 heures en Afrique du Sud. Le pays affichait déjà le lundi près de 8 000 nouveaux cas par jour, incitant le président Cyril Ramaphosa à annoncer de nouvelles restrictions, notamment un couvre-feu anticipé à 23 heures et la fermeture ponctuelle pendant les fêtes de nombreuses plages du sud-est du pays en ce début d'été austral. Lors du pic de la première vague en juillet, le pays avait compté jusqu'à 12 000 cas par jour. Les régions les plus touchées restent celles du Cap, la pointe sud du pays, avec presque un tiers des 10 000 nouveaux cas, souligne le ministre de la Santé devant le KwaZulu-Natal situé au sud, puis la région de la capitale économique Johannesburg. Le ministre de la Santé invite les populations à prendre des précautions nécessaires pour que les jours de liesse ne se transforment pas en jours de regret, se traduisant par de nouveaux cas et des morts. Dimanche soir, le pays de près de 58 millions d'habitants comptait 23 827 morts pour 883 687 cas positifs depuis le début de la pandémie. En Centrafrique, François Bozizé a annoncé ce mercredi son soutien à Anissé Georges Dologuélé pour la présidentielle. L'ancien président a fait cette annonce à la presse dans son fief à Bossangoa à l'issue d'une rencontre entre les deux hommes. Candidat à la présidentielle du 27 décembre prochain, l'ex-premier ministre centrafricain Anissé Georges Dologuélé peut désormais compter sur le soutien de l'ex-président François Bozizé. Les deux hommes l'ont annoncé ce mercredi à Bossangoa, où Anissé Georges Dologuélé est venu trouver l'ancien président pour finaliser leur alliance. En plus de son soutien politique, François Bozizé promet donc de mettre à la disposition d'Anissé Georges Dologuélé les cadres du parti et son infrastructure. Aucun détail supplémentaire sur les termes de cette alliance n'a filtré. Il y a quelques semaines encore, François Bozizé apparaissait comme le principal concurrent du président sortant dans cette présidentielle avant que sa candidature ne soit invalidée par la Cour constitutionnelle. Il est en effet sous le coup d'un mandat d'arrêt et de sanctions des Nations Unies. En revanche, l'appel lancé mardi par François Bozizé à l'ensemble des leaders de la coalition de l'opposition à s'entendre sur une candidature unique est resté sans suite pour le moment.
En République démocratique du Congo, les pro-Kabila ont entamé un combat judiciaire contre la destitution de Janine Mabunda. La chute de l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale et de son bureau s'inscrit dans la crise au sommet de l'État, où le président a annoncé la fin de la coalition qu'il formait avec son prédécesseur depuis janvier 2019. Les détails à travers ce reportage. Il y a une semaine, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a voté en faveur de la destitution de sa présidente pro-Kabila, étape cruciale dans l'offensive du président Félix Tshisekedi pour renverser la majorité parlementaire fidèle à son prédécesseur Joseph Kabila. Suite à cette destitution de Janine Mabunda ainsi que le bureau, des partisans de l'ex-président Joseph Kabila s'attaquent à la procédure qu'ils estiment entachée de corruption. Des enveloppes de 10 à 20 000 dollars et en tout une opération massive ayant coûté 15 millions. Selon la NOJEC, la corruption a largement entaché le vote. Le mouvement proche de Joseph Kabila a expliqué avoir notamment versé au dossier des vidéos dans lesquelles plusieurs députés expliquaient avoir reçu des pots de vin. La NOJEC demande ainsi au procureur de lancer une procédure de flagrance pour éviter de devoir passer par l'Assemblée nationale en cas d'arrestation d'un élu, par exemple. De son côté, Simon Kalenga, porte-parole du parti présidentiel UDPS, se dit serein. Selon lui, sur les vidéos qui circulent, les députés soi-disant corrompus sont ironiques. Par ailleurs, les membres du bureau évincé ont aussi lancé une procédure. Ils ont déposé un recours au Conseil d'État, estimant que c'est à eux de faire l'intérim jusqu'à l'élection de leur successeur. Or, ils ont été remplacés par un bureau d'âge avec le doyen des élus à sa tête. Le président nigérian Muhammadu Buhari a ordonné mercredi la réouverture des frontières terrestres avec ses voisins du Bénin et du Niger. Les frontières avaient été fermées depuis août 2019, officiellement pour stopper la contrebande et encourager la production locale. Le Nigeria a rouvert des postes frontières importants avec le Cameroun, le Bénin et le Niger ce mercredi. C'est le ministre des Affaires étrangères qui a fait cette annonce avec effet immédiat, très vite relayé par la présidence depuis Abuja. Le poste frontière de Semekrake entre le Nigeria et le Bénin, qui est aussi le plus important du pays, a bien été rouvert en fin d'après-midi. C'est le cas aussi de Mfon à la frontière avec le Cameroun et au nord de Maïgatari et Ilela, deux entrées vers le Niger. Les autres frontières rouvriront d'ici la fin de l'année, a souligné la ministre de l'économie Zainab Ahmed à un point de presse ce mercredi. Le président Mohamedou, qui a ordonné la rouverture des frontières, a également rappelé que l'interdiction d'importer du riz, de la volaille et de tous les produits interdits d'importation reste en vigueur et sera mise en place par des équipes des douanes aux frontières. Cette rouverture partielle des frontières devrait donc permettre de contrôler un peu l'inflation alors que la production agricole reste toujours désespérément faible au Nigeria en raison notamment de l'insécurité. En 2019, le président Muhammadu Buhari a décrété la fermeture unilatérale des frontières terrestres du Nigeria aux importateurs, une manière de limiter la contrebande et les trafics et d'accélérer la production nationale. Mais 1 an et demi plus tard, le géant nigérian est entré en récession et les prix de la nourriture ne cessent d'augmenter. Cette rouverture des frontières tant attendue par les hommes d'affaires intervient un mois après que le gouvernement nigérian a ratifié son adhésion à la zone de libre-échange continentale africaine, en abrégé ZLECAf. Et toujours au Nigeria, un lycéen de dernière année de Kankara, dans le nord-ouest du pays, qui a pu s'échapper après que des gangs criminels agissant pour le compte du groupe djihadiste Boko Haram ont enlevé des centaines de ses camarades, raconte son calvaire. Il est resté dans une forêt avec d'autres étudiants pendant 2 jours avant de retrouver son village. Depuis l'enlèvement, des parents d'étudiants portés disparus se rassemblent chaque jour à l'école à la recherche de toute information sur le sort de leurs enfants. On Friday, during night. Vendredi, pendant la nuit, en rentrant à nos foyers après la préparation de la nuit, soudain, alors qu'on revenait et qu'on se préparait à dormir, on a entendu le coup de feu et tous les étudiants ont fui leur foyer. We run away from the hostels, and they have the guns. Ils avaient des fusils, de gros fusils. Alors, ils nous ont donc rassemblés
et nous ont donc fait quitter l'école. Nous avons juste marché, nous avons juste avancé vers la forêt. We just moved to the forest. I spent 2 days in the jungle. J'ai passé 2 jours dans la jungle, dans la forêt. Vendredi et samedi et dimanche, je suis rentré au village. On Sunday, I came back to our town. Quand ils nous ont dit de nous réveiller et de commencer à bouger, je ne me suis pas réveillé. Je dormais sous un arbre et je ne me suis pas réveillé. Et je priais, je ne me suis pas levé. Ils ont déplacé les autres pour qu'ils partent, mais je ne suis allé nulle part parce que j'étais sous l'arbre, je dormais. Alors, ils ont bougé et m'ont laissé là. So, they moved and leave me there. Quand mon fils est revenu, nous étions heureux, mais pas très contents, car beaucoup d'autres enfants sont encore dans la forêt avec eux, car ça nous rend tristes. Mais nous sommes heureux de son retour. En Égypte, l'ONG Human Rights Watch a accusé ce jeudi les autorités pénitentiaires d'avoir durci les conditions de détention dans un établissement du Caire connu pour accueillir des prisonniers politiques après une tentative d'évasion. Les autorités égyptiennes ont imposé apparemment une punition collective à des centaines de détenus, dont la prison Scorpion, selon le directeur adjoint du département Afrique du Nord-Moyen-Orient à Human Rights Watch. L'ONG de défense des droits humains justifie ces allégations par une vidéo prise dans la prison Scorpion, une lettre sortie en cachette de ce même centre de détention, dans le complexe pénitentiaire de Tora au Caire, ainsi que sur plusieurs témoignages. Les nouvelles restrictions dans cette prison déjà surpeuplée privent quasiment les détenus d'une ventilation adéquate, d'électricité et d'eau chaude, indique Human Rights Watch. Au moins 14 détenus de cette prison sont morts depuis 2015. Dans cette prison qui accueille des responsables islamistes et d'autres dissidents connus, selon des groupes de défense des droits humains. Depuis la destitution par l'armée en Égypte en 2013 du président islamiste Mohamed Morsi et l'arrivée au pouvoir l'année suivante d'Abdel Fattah al-Sisi, une répression croissante s'est abattue sur toute forme d'opposition, islamiste ou libérale. Le ministère égyptien de l'Intérieur a indiqué que 3 policiers avaient péri en septembre dans une tentative d'évasion lors de laquelle 4 prisonniers condamnés à mort ont été tués. Au printemps, alors qu'Égypte enregistrait ses premiers cas de contamination au Covid-19, des militants des droits humains avaient appelé à la libération de nombreux détenus pour éviter leur possible contamination dans les prisons du pays, surpeuplées et à l'hygiène douteuse. Merci d'avoir suivi ce journal. L'information est en continu sur Sika TV.